Bonjour Pierre, merci beaucoup de prendre ce temps de rencontre ensemble. Bonjour Sarah, écoute, je suis ravi de partager ce temps avec toi aujourd'hui. Et je vais te parler un peu de relations, puisque c'est la thématique qui me porte beaucoup, et de rencontres. Donc on va Mm. s'attacher à rencontrer l'homme derrière. Moi, je te connais, je vais juste rapidement dire comment je te connais par ton premier livre, L'identité gagnante, que j'ai adoré, et que j'ai même cité dans mon propre ouvrage d'ailleurs. Cool. Je sais que tu en as écrit deux autres depuis, que tu as une académie. Avant de parler de tout ça, puisque on peut regarder sur Google en tapant Pierre David et on trouve tout un tas de trucs sur l'Académie de la performance, qu'est-ce que tu pourrais dire pour te présenter sur, par exemple, alors j'ai envie de dire basiquement nom, prénom, âge, mais aussi peut-être, voilà, quelle est, euh, quelle est ton enfance, comment tu pourrais nous présenter l'homme, toi, qui tu es. Ah, intéressant, qui je suis. Déjà, à chaque fois, comme j'aime me dire Pierre, le prénom, David, le nom, les gens font souvent l'inverse, mais c'est pas très grave. Fondateur de l'Académie de haute performance, avec la particularité surtout d'être ancien sportif de haut niveau et d'avoir eu des échecs à chaque fois aux moments cruciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je définis comme quelqu'un qui a échoué souvent aux portes du podium. Enfin, j'étais sur le podium, j'étais deuxième, mais aux portes de la victoire. J'étais en équipe de France, mais tout le temps numéro 2. Et j'ai mis du temps à m'autoriser à prendre ma place. À prendre ma place. Et aujourd'hui, justement, c'est ce que je fais. J'aide avec l'Académie de haute performance, notamment les entrepreneurs, les sportifs, les musiciens, les étudiants, simplement prendre leur place dans ce monde. Waouh, génial. J'ai une question, il y a un fond derrière toi là qui est ouvert. Moi, j'avais envie de te demander quelle est la couleur qui domine le plus chez toi, dans ta maison, dans ton lieu de vie. Moi, je suis plus sur du bleu, bleu foncé, normalement. Voilà. Ok. Il y a une raison que ça t'évoque quelque chose, les bleus, ça Ouais, te... j'aime bien le bleu, j'aime bien le bleu foncé, j'aime aussi la couleur que je portais quand j'étais en boxe à l'époque, le noir et rouge aussi, qui correspond à ma toute première entreprise, ce qui était plus le noir et rouge. Ok, merci. Je vais te poser quelques questions comme ça sur tes relations, d'accord? Tu Je t'en prie. réponds Vas-y. spontanément, en profondeur que tu veux. Quelle serait ta relation à la nourriture? Wow, la relation à la nourriture, alors moi là-dessus, pour le coup, la nourriture est dans mes valeurs assez basses, donc j'ai une relation où je me sers de la nourriture plus pour vivre ma vie au quotidien, quand même avec le passif de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je me sers de la nourriture vraiment d'un point de vue très pratique, Hmm. pratico-pratique. Je mange pour me nourrir, pour être en forme, mais j'aime pas les trucs sucrés, j'aime pas les pâtisseries, des choses comme ça. Voilà, j'ai alimentation assez saine, ouais, Naturellement, naturellement. Ouais. ok. Comme il y a un dicton qui dit tu manges pour vivre et tu vis pas pour manger, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, il y a ça. John DeMartini dit souvent ça. Est-ce que tu vis pour manger ou est-ce que tu manges pour vivre? Et moi, je pense qu'en effet, je fais partie de la catégorie où la nourriture n'est pas spécialement importante pour moi. Et même pour aller plus loin, je pense que s'il n'y avait pas le moment de partage autour de la nourriture, si j'étais vraiment à vivre seul, je pense que juste de la poudre, ça m'irait, quoi. Donc voilà, j'aime bien les beaux repas de temps en temps, que ce soit en famille ou avec des amis, parce qu'il y a la notion de partage. Et quand tu vas dans un super restaurant ou un étoilé, il y a une découverte dans la bouche, tu dis waouh, Hmm. c'est juste extraordinaire ce qui se passe. Et la nourriture peut faire voyager quand c'est super bien cuisiné, mais au quotidien, c'est plus, je sais pas trop, je mange plus en termes de couvrir mes besoins. Tu cuisines pas. Je cuisine très peu. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Quelle est ta relation? Alors, tu as répondu un peu en parlant du bleu tout à l'heure, mais j'avais envie de te demander quelle est ta relation à l'océan et ta relation à l'eau. Ah, bah moi, l'eau, notamment plus l'océan et la mer, vraiment dans les éléments très importants pour moi, pour le coup. Ok. Très important. Ça, la mer me manque rapidement. Tu pratiques des sports de... Je sais que tu fais de la boxe à haut niveau. Tu pratiques toujours la boxe? Non, non, je le fais plus du tout. Ça fait quelques années que j'ai arrêté maintenant totalement. Bon, aujourd'hui, je fais juste du sport, pareil, d'un point de vue plus entretien, bien-être que compétitif. Et voilà, jamais de sport nautique, mais j'adore regarder l'horizon et Ouais. se dire que waouh, ça va super loin, quoi.
Génial, merci. Ouais, tu vois, tu as anticipé. J'avais j'allais te demander ta relation au sport. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'ai lu que le sport quelque part a sauvé ton estime de toi. Tu peux peut-être nous raconter d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, à la base, je viens d'un milieu je viens d'un milieu ouvrier, la classe populaire, prédestiné, quand on s'intéresse à la sociologie, prédestiné à des études courtes, donc type BEP, CAP, etc. J'ai redoublé ma troisième à l'époque, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Donc vraiment, l'école, c'était pas fait pour moi. Et en fait, à un moment donné, je rencontre la savate boxe française, donc qui est un sport de combat pied-point, et j'accroche. Et à une soirée de compétition des élites A, c'est-à-dire le plus haut niveau en salle boxe française, je vois que ceux qui gagnaient étaient très souvent étudiants. Et donc, dans ma tête, ça a fait, OK, si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. Et donc, comme ça, bah, j'ai fait bac, BTS, licence, master 1, master 2. Donc, j'ai fini avec un master 2, donc un bac plus 5, avec une option sociologie au final, ce qui m'a permis de découvrir bah, du monde duquel je venais, que finalement c'était plus une histoire d'acquis que d'inné, et que bah, en fonction des normes que l'on avait dans les familles dans lesquelles on allait grandir, on va être plus ou moins prédestiné à tel ou tel destin, entre guillemets, quoi. Tu peux préciser la différence que tu fais entre acquis et inné? Ouais, bah, par exemple, moi ça va me permettre de compléter la question. Jusqu'à 23-24 ans, je pensais vraiment que j'étais profondément débile et que j'avais des diplômes juste par coup de chance à chaque fois. Et je pensais qu'il y avait des gens imbéciles et je pensais qu'il y avait des gens qui étaient intelligents. Quand je suis arrivé en sociologie, eh bien, j'ai découvert que finalement, c'était plus par rapport à notre éducation, les croyances que l'on allait développer, que l'on allait croire qu'on peut tout réussir ou croire que bah, finalement, la réussite, les finances, c'est pour les autres. Et bah, moi, par rapport à là où bah, je suis débile et donc je ne mérite pas d'avoir d'argent, par exemple. Mm. Et donc, l'acquis, c'est plus les milieux qu'on va fréquenter qui vont nous donner des croyances qu'on peut réussir ou pas. L'inné, c'est plus génétique. Est-ce que je suis vraiment débile génétiquement ou pas, quoi, en gros, pour caricaturer. Ok. Et dans ta croyance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans notre inné alors? Bah, aujourd'hui, dans ma croyance vraiment profonde, dans l'inné, je pense qu'il ne reste plus grand-chose. On a la génétique qui est là, certes, mais je crois de mémoire, à l'époque, c'est Joël de Ronet, je suis pas sûr, hein, à vérifier sur l'épigénétique, qui montre qu'il y a 85% qui serait de la junk DNA, donc de l'ADN poubelle, et que donc 85% de l'ADN serait modulable en fonction de notre épigénétique, donc de notre environnement, et du coup que 15% serait fixe. Oui, quelque part, on Aujourd'hui, pourrait tout je modifier. suis un fervent défenseur ouais, il y a une part d'inné, certes, mais c'est tellement faible par rapport à l'acquis. Ok. Ouais, ça fait partie d'une question que j'ai envie de te poser justement, euh, Mm. un peu plus loin. Et tu dis aussi, si j'ai bien entendu dans ton récit, c'est que quelque part, c'est grâce au fait que tu avais identifié qu'en étant étudiant, tu Ouais, pourrais accomplir ton rêve et cette passion de la boxe, que c'est finalement, ça. en fait, les études, euh, c'est même plus devenu un sujet. Il te les Mm. fallait pour faire du sport, donc t'as un peu comme le why, quoi, au sens Ouais, du sens du exactement, collège. c'est ça. Avec le recul et la théorie que je connais sur le système de priorité intrinsèque ou les valeurs, je me dis qu'en fait, j'ai relié les études à mes valeurs hautes qui étaient d'être en équipe de France de Sadbox 116. Et donc, bah, j'y suis arrivé en équipe de France et ça m'a maintenu de fait sur un Master 2. Mais par contre, je pensais enfin, moi, je faisais de la boxe et je pensais que c'était l'endroit dans ma vie où j'étais le moins pire dans ma vie, donc c'est-à-dire l'estime de moi que j'avais à l'époque. Wow. Euh, du coup, ça m'a maintenu jusqu'à un master, mais à chaque fois que j'avais un diplôme, que ce soit le bac, le BTS, la licence, le master 1, le master 2, à chaque fois que j'avais mon diplôme, je me disais, oh là, là, c'est encore passé. Mais c'est incroyable qu'il ne m'ait pas démasqué, quoi. Wow. Tu vois, j'avais tellement peu confiance en moi, je me disais qu'à chaque fois, c'était des coups de chance que j'avais mes diplômes. Et c'est quoi le déclencheur qui fait que tu bascules dans finalement, c'est peut-être La sociologie a été le premier déclencheur en master. Pour le coup, l'université m'a apporté ça. Je suis tombé sur un prof qui était extraordinaire en master 2. En fait, je venais d'une licence qui avait pas grand-chose à voir avec le master 2, mais j'ai fait une validation d'acquis. Et
Et voilà, le directeur de responsable pédagogique du master, je pense qu'il me connaissait mieux que moi je me connaissais, notamment avec son parcours de sociologie. Vous voyez bien mon parcours. Il m'a donné ma chance et en fait, il m'a donné des lectures. Il m'a donné des lectures en sociaux à l'époque, Corps et âme de Loïc Wacan, sur un sociologue qui Ouais. part De étudier Franck les Conroy, non? parcours. Comment? C'est un livre de Franck Conroy, il me semble, non? Sur le Loïc, pianiste, le Loïc génie. Wacan, là. Ah, Loïc Wacan, Corps et âme, c'est sur de la boxe. d'accord. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Corsia, mais c'est un Ah, pianiste, excellent. un génie au piano. Ah C'est le bah premier comme ça. ouais, là c'est plus quelqu'un qui vient étudier la boxe à Manhattan, les boxeurs. Et Ouais. en fait, moi, je lis ce livre et je le dévore. Moi qui n'étais pas un lecteur, je dévore. Et là, j'enchaîne les livres de sociaux. J'enchaîne les livres de sociaux, donc je suis un gars qui, jusqu'ici, détestait l'école et je séchais le plus de cours possible. Je crois qu'en BTS, je devais être le recordman de cours séchés du lycée, à quelqu'un qui passe du temps dans la BU, à manger tous les livres de sociaux sur la sociologie un, du sport et deux, des parcours scolaires, notamment à la distinction de Pierre Bourdieu, où on voit vraiment les différences de normes, les différences de pensée entre des catégories sociales populaires et des catégories sociales dites supérieures. Et là, je vois que j'arrive ici, je dévore ça, et en fait, je me dis, ouais, mais en fait, attends, Pierre, je suis peut-être pas débile. C'est peut-être juste par rapport à l'environnement dans lequel je suis né, où j'ai adopté certaines croyances, certaines normes, mais celles-ci ne sont pas figées. Donc ça a commencé comme ça, et après j'ai découvert l'hypnose, et l'hypnose, ça m'a vraiment aidé à comprendre comment le cerveau fonctionnait et à me dire, ok, non, je peux, entre guillemets, créer ma vie, quoi. Tu découvres l'hypnose pour toi ou pour t'y former au départ? Pour moi, à la base, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé l'hypnose et la préparation mentale dans les années 2011, sur mes premières finales ratées. Euh, J'ai commencé à faire de l'hypnose, de la sophrologie en club, j'allais voir un hypnothérapeute. Et du coup, vu que les séances sur moi, je percevais qu'elles n'avaient pas marché, j'ai décidé de me former. Mais c'était vraiment pour moi, quoi. Ah ouais, donc la conviction quand même de dire, tu t'es pas dit c'est que ça marche pas. Tu t'es dit c'est qu'en face, on l'applique pas comme de manière Ouais, je me suis dit, suffisamment les gars performante sont, pour moi, quoi. je me suis dit, les gars sont pas bons, quoi. Je me suis dit ça. Ouais, on sent Donc, et finalement, avec le recul, je me dis, c'est les meilleures séances qu'ils ont faites parce que du fait que j'ai perçu que ça n'a pas marché, c'est ce qui fait que je me suis formé. Et si j'avais perçu que ça avait marché, bah, peut-être que je ne me serais jamais formé. Donc, finalement, tant mieux que ce n'ait pas fonctionné. Et la meilleure séance que je devais avoir à l'époque, c'était que dans mes perceptions, ça fonctionne pas. Mais ça, je savais juste pas. ouais, c'est après qu'on raccroche les points, comme disait Steve Jobs. C'est ça, exactement. Génial. Si on continue sur tes relations, quelle est ta relation aux enfants? Plutôt bonne. Enfin, ouais, quoi. Moi, j'ai pas d'enfant à titre perso. Je suis pas prêt à payer le prix aujourd'hui. Mais voilà, que ce soit mes neveux, mes nièces, relation. Payer le prix, c'est-à-dire, c'est un prix pour qu'il y ait des En termes de enfants, c'est important. responsabilité, de temps, d'énergie allouée, aujourd'hui, je suis pas de voyage aussi également, vu que je voyage quand même beaucoup. Je suis pas prêt aujourd'hui à stabiliser cette partie-là et à rester ancré Hmm. avec un enfant. Je suis pas prêt à avoir les pleurs la nuit et tout, je suis pas prêt. Ouais, sur le côté matière, quoi, C'est pragmatique. ça, exactement. Et sur un côté relation, tu dirais que c'est nous qui apprenons aux enfants ou ce sont les enfants qui nous apprennent? Franchement, j'ai pas du tout là-dessus, j'ai pas la réponse. Vu que j'ai pas d'enfant, je suis pas assez, j'ai pas assez d'enfants proches dans mon quotidien et là-dessus, je pourrais pas. C'est quoi le plus jeune pas- âge pas- pour rentrer à l'Académie de la haute performance? Les plus jeunes athlètes, vous prenez, ils ont quel âge? Je comprends à 15 ans aujourd'hui. Ok, ouais, donc c'est plus les ados alors. Ouais, plus les ados aujourd'hui. Ouais. Ok. Hmm. Et donc, comment tu... Les adolescents, par exemple, toutes les questions avec lesquelles ils viennent, toute cette crise identitaire, cette métamorphose. Ouais, alors nous, vu qu'ils viennent d'un point de vue assez pragmatique qu'est le sport ou les études, on n'arrive pas dans. Franchement, moi, je suis épaté Enfin, ça s'explique, mais je suis épaté à la vitesse à laquelle les ados captent ce qu'on enseigne qu'il y a des polarisations. Ils vont très très vite à le comprendre. Et du coup, ça a pu être pour nous pour des questions de curiosité pour aller plus loin. Euh, mais ouais, je suis étonné de la puissance du conditionnement et de voir à quel point un enfant qui a 15 ans, à quel point il va très vite à capter d'autres normes, alors que quelqu'un qui a 55, 60, 65 ans, c'est plus dense à déconstruire. Oui, ça signifierait peut-être, c'est une hypothèse, que ce que tu disais tout à l'heure de ce dans quoi on s'enferme ou Ah bah dans ce oui. dans quoi on se conditionne, Hmm. finalement, avec le temps, ça devient de plus en plus costaud, quoi.
C'est clair, quand tu as justement nous, ce qu'on appelle un collapse dans ce jargon avec quelqu'un de 65, 70 et dernièrement un séminaire 79 ans, c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant. On voit qu'il y a un univers qui s'effondre, contrairement à un enfant de 15 ans, bon bah hop, il switch en perception et ça y est, il passe à autre chose. Oui. Tu vas nous dire après, j'espère qu'on aura le temps pour que tu nous donnes les clés et ce que tu recommanderais à quelqu'un de cet âge-là. J'avais envie de te demander aussi, alors tu dis que tu voyages beaucoup et ta relation au monde. Hmm. Bah, euh, ouais, je me dis que la Terre est tellement... Enfin, pour moi, c'est petit et grand à la fois. J'ai envie de visiter le maximum de pays du monde. Je suis tellement... J'aime bien voyager, aller dans des nouvelles cultures. Et vraiment, je sais pas si mon côté classe populaire que ça, mais j'aime bien... Quand j'arrive dans un pays, j'aime bien me caler dans un bar vraiment populaire, et juste regarder les gens, comment ils sont, écouter, même si je comprends pas. Et ça, ouais, je suis curieux de voyager et d'apprendre différents points de vue. Et d'ailleurs, je pense que ça a été créé et je pense que c'est un voyage qui m'a vraiment dit, OK, Pierre, sors de là, parce qu'avant, jusqu'à 20 ans, j'étais vraiment dans un schéma où je me plaignais souvent, vraiment le gamin capricieux. Et en fait, à 20 ans, encore une fois, grâce à la boxe, je pars à Rufisque, près de Dakar, donner des cours de boxe dans des collèges. Et en fait, pour une association, je pars 15 jours. En fait, j'atterris dans une auberge de jeunesse où, à l'étage, il n'y avait ni eau chaude ni eau froide, c'était soit de l'eau, soit pas de l'eau. Et donc, en fonction de la pression qu'il y avait dans la ville, bah, peut-être qu'à l'étage, il n'y avait pas d'eau et il fallait aller en bas. Euh, et là, les enfants, dans certaines classes, c'était plus de 50, je crois. On avait emmené des tapis d'EPS sur le gravier, ils étaient pieds nus, ils avaient trois galipettes. Enfin, ouais, j'ai pris une bonne claque à ce moment-là et j'ai vu que finalement, il y a notre société à nous avec les avantages et les inconvénients. Il y a aussi d'autres sociétés qui ont d'autres avantages et d'inconvénients. Et ça, j'avais pris une belle claque. Et donc, je sais que j'aime bien voyager pour ça, en fait. Chaque fois, j'aime bien être au plus proche possible des locaux pour comprendre comment ils vivent, comprendre leur point de vue, quelles sont dans leurs normes, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vraiment intéressant de voir que chaque pays a ses normes. Hmm. Tu le perçois au niveau de tes clients selon les cultures avec lesquelles ils arrivent, dans les croyances qu'ils véhiculent, il y en a qui sont plus solides que d'autres? Ouais, alors nous, on a beaucoup de Français, donc on a là-dessus, que ce soit sur les sportifs et tout, on a les mêmes patterns, mais en tout cas, si on regarde sur les clients américains, ils ont moins de blocage. Par exemple, sur le fait le fait de voir grand. Par exemple, aux États-Unis, quand j'ai une cliente qui est à Denver, qui est une Française qui est à Denver, et quand j'étais en séminaire il y a 2 semaines à Denver, bref, on va boire un verre ensemble, on va dîner ensemble avec son copain, avec son conjoint actuel, qui est un Américain de Houston. Et quand on parlait justement de l'arrogance des sportifs français qui s'autorisent pas à dire je veux être champion du monde parce qu'ils se mettent ça arrogant. Et lui, c'était vraiment intéressant de dire mais quoi, mais on a envie de réussir, c'est pas du tout arrogant, etc. Donc c'était vraiment intéressant de voir son point de vue et de voir son point de vue aussi sur ok, là il y a une fille dans mon équipe qui est plus trop vraiment plus productive, bah du coup je l'ai virée et en la virant, c'est l'aider à être meilleure autre part. Et du coup, je me dis, ok, nous en France, quand tu veux vivre avec quelqu'un, si la personne est en CDI, ça peut être difficile, ça peut être vu comme mal vu, etc. Donc c'est vraiment intéressant de parler sur une culture comme les Américains qui sont beaucoup plus libérales que nous, un peu moins conservateurs. Donc, Ouais, ça fait. Alors, je vais te laisser présenter ton concept, hein. Moi, j'étais sur la dépolarisation, mais ça me fait penser à ça. Ce que tu dis, c'est quand tu licencies quelqu'un en France, on va être très orienté sur la croyance qu'on fait du mal, oui, alors qu'en réalité, on fait aussi du bien, puisqu'on remet la personne et la chance d'être à la bonne place. c'est Euh, ça exactement, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ouais, ouais, c'est chouette d'arriver à percevoir que il y a toujours autant d'ombre que de lumière, et de lumière que d'ombre, quoi. Dans ouais, ce que tu fais, exactement, c'est c'est ce sur ça. quoi tu choisis de porter ton attention, qui Ouais, va impacter l'émotion que tu ressens. exactement. Ouais. Top, je suis sûre qu'il y a un lien avec. J'ai envie de te demander, alors c'est embriqué, mais j'allais te demander justement ta relation à la performance, puisque ton académie s'appelle l'Académie de la haute performance. Mm. C'est quoi la performance pour toi?
Bon, pour moi, la performance, c'est arriver à exprimer pleinement son potentiel dans un domaine que l'on aime. Et ça peut se manifester en sport pour certains, ça peut se manifester en entrepreneuriat pour d'autres, ça peut se manifester dans la famille. Voilà, pour moi, la performance, c'est vraiment ça, quoi. À quoi je donne forme? Qu'est-ce que j'ai envie de donner forme? Ah, forme. Ok. Parce que, tu vois, moi, ce qui me vient, la performance, ça me viendrait avec l'écueil du est-ce qu'il y a pas un risque d'être dans le toujours plus? Tu vois? Mm. Dans je repense dans mon master de coaching, on avait justement étudié le cas d'Edgar Gros-Piron. Tu vois, c'est Mm. ouais, ok, j'ai été dans la performance, j'ai tout gagné. Et après, tu vois? Est-ce que c'est ça, comment tu fais la différence en gros entre la persévérance et l'obstination? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut s'arrêter? Bah, en fait, ça dépend, tu vois, faut s'arrêter à quoi, par rapport à quel domaine. C'est, encore une fois, le degré, c'est à quel point ça nous inspire. Et de pas être esclave de ce que l'on a ou de ce que l'on fait. Et par exemple, le problème en sport, si on prend le cas d'Edgar Gros-Piron que je connais pas, mais juste ses titres, c'est si je m'arrête à la performance sportive, bah, le jour où j'ai une médaille, enfin, ok, j'ai une médaille et what else, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que dès qu'on a une médaille, quand on atteint pour les entrepreneurs un chiffre d'affaires, quand on se dit, je sais pas, même quelqu'un qui veut acheter une maison, il achète une maison, on est sur de l'avoir. Sauf qu'on est des êtres humains. Et être humain, il y a une partie être, une partie humaine. Une partie être qui est essence, énergie, infini, informel, intemporel. Une partie humaine qui est existence, finie, temporelle. Et en fait, quand on a quelque chose, quand on obtient une médaille, un chiffre d'affaires, une maison, un conjoint, ça c'est de l'avoir, c'est fini. Et le fini ne peut pas combler l'infini. Et si je suis esclave que le jour où j'aurai ça, alors je serai plus heureux, alors là, en effet, ça devient problématique. Par contre, si je deviens en termes de... J'utilise l'extérieur uniquement comme on va dire, des jalons qui sont des indicateurs de qui je suis en train de devenir, là, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Et où ça s'arrête, pour le coup, du coup, c'est vraiment infini, tant que ça nous inspire, que notre niveau de bien-être est tout le temps bon, Ok. que Donc se la donne des performance, ça peut être priorités. le maintien d'un niveau. C'est pas forcément passer un palier. Ça Ouais. pourrait être. On a l'exemple de Djokovic en ce moment. Djokovic, où voilà, il est quand même sur la pente descendante en termes physiques à 38 ans. Et là, il commence à avoir du mal à aller en finale, ou même il commence à perdre à chaque fois contre Alcaraz ou Sinner. Et pourtant, des fois, je vois sur les réseaux sociaux, non mais là, c'est bon, il a tout gagné, il serait temps qu'il arrête. Bah en fait, pourquoi? Si lui, il Mhm. aime. Si lui, il aime et que son objectif, c'est... Alors forcément, quand on a quand même envie de gagner à l'instant T, et de faire de notre mieux, et que gagner est un indicateur qu'on a fait de notre mieux, mais si lui, il aime, en fait, et que même s'il continue le tennis parce qu'il aime et qu'il perd tous ses matchs, bah, qui est-ce que ça gêne, en fait? Tu vois, c'est... Ouais, j'aime beaucoup cette idée. Si Nadal pouvait reprendre d'ailleurs. Donc c'est Ouais. c'est ça, en fait, la majorité des gens critiquent et ça reste sur le résultat. Ils disent, ah oui, mais là, il fait que de perdre, c'est bon, il devrait arrêter. Alors déjà, il fait que de perdre, il va quand même demi-finale sur quasiment tous les grands chelems. Et en fait, bah, s'il aime, pourquoi il devrait arrêter quelque chose qui te fait kiffer, en fait? Même s'il perd en demi-finale. Et alors? C'est juste ça, donc c'est arriver à, pour moi, sortir du résultat. Et juste, ok, ça me fait kiffer et j'y vais. Et en fait, pour moi, la performance, c'est arriver à enlever les freins qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel. Tu vois, ce matin, j'étais avec un entrepreneur euh, qui génère des millions de chiffres d'affaires et lui qui a envie de développer un autre projet où personne ne l'a fait avant lui. Bah, en fait, tu vois, ça gêne qui en fait? Donc, pour des personnes qui n'ont pas le système de valeur entrepreneuriat, ils disent non, mais c'est n'importe quoi, ce que tu as, c'est déjà bien, ta boîte en France, elle performe bien, tu devrais t'en contenter. Bah oui, je pourrais, mais ça ne me nourrit pas assez. Donc, Hmm. Oui, c'est vraiment connecté, peu importe le regard des ouais, c'est autres, ça. tu vivrais. C'est chacun son système de priorité intrinsèque, chacun son système de valeur. Je fais quelque chose parce que dans mes perceptions, je perçois que c'est bien. Après, les gens, chacun filtre selon ses priorités, en fait. Donc, à partir de là, c'est capter que quelqu'un qui a une valeur famille bah, forcément, une valeur famille sociale et quelqu'un qui a une famille, une valeur entrepreneuriale bah, forcément, celui qui a la valeur sociale famille, s'il ne comprend pas le système de valeur, il va dire à l'autre, non, mais t'en veux toujours plus.
Et l'entrepreneur, s'il juge quelqu'un qui a la famille, qui a la valeur famille et sociale plus, il va le regarder en mode non, mais tu pourrais prendre, J'entends. tu pourrais en faire plus, tu vois, tu te Ouais. bouges pas assez. Donc, c'est juste des valeurs différentes, des priorités différentes, et c'est OK en fait. Mais vu que personne comprend le système, enfin, il n'y a pas grand monde qui comprend le système de valeurs, c'est ce qui fait que tout le monde se juge. Enfin, beaucoup de Hmm. personnes. Ouais, en fait, c'est reconnecté. Alors, dans le domaine dans lequel moi j'accompagne, qui est très lié aux relations, Mm. comment tu pourrais aider quelqu'un qui, par exemple, si tu es dans une relation au sport, quelque part, Ouais, le sport, c'est neutre. Quand tu es dans une relation à quelqu'un, il y a un facteur qui ne dépend pas complètement de toi. Et donc, euh, si quelque part, dans ce que tu appelais tout à l'heure des acquis, dans tes acquis, ouais, c'est un système nerveux qui est très branché instabilité, anxiété, et donc qui va aller recréer ça inconsciemment, ouais, vibrer ça dans tes relations. Il y a une notion qui est parfois hyper complexe à faire pour certaines personnes tant qu'elles n'ont pas à reprogrammer leur système nerveux ouais, pour l'apaiser. C'est la nuance quelque part entre abandonner et considérer que tu as fait le max que tu pouvais faire euh, pour ton écologie intérieure. Tu vois, la nuance, un peu comme dans le sport, entre finalement euh, considérer que tu peux persévérer parce que tu kiffes, ou considérer que là, mais en fait, c'est de... euh, bah oui. C'est trop, etc. Ça, j'aime bien déconstruire avec les athlètes, on déconstruit la notion d'abandon parce que abandon, c'est un concept. hmm, C'est pas un fait. Et donc, si tu as abandon, tu as détermination ou persévérance de l'autre côté. Donc, déjà, tu as abandon et persévérance sont les deux pièces de. Enfin, sont les deux faces d'une même pièce. Et du coup, abandon, tu vois, quand tu es avec un athlète, je le déconstruis, je dis, OK, factuellement, quand, quand tu dis que tu as abandonné, factuellement, tu as fait quoi? Ah bah, j'ai choisi de m'arrêter et de continuer. Non, et donc, tu as privilégié quoi? Ah bah, j'ai privilégié ma santé. OK. Donc, en gros, c'est juste l'abandon. Si on regarde factuellement, c'est un changement de priorité. hmm, C'est-à-dire que là, à l'instant T, ma priorité, je croyais que c'était continuer à courir. Et finalement, j'ai vu que si je continuais à ce rythme-là, j'allais me blesser. Du coup, j'ai changé et j'ai choisi ma. Tu vois, Et du coup, dès que tu te poses la question, OK, factuellement, quelle est ma priorité? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne au risque de souffrir? Ou est-ce que, OK, non, stop, là, j'en ai assez, je reprends ma santé? En fait, bah non, t'as pas abandonné dans la relation. En fait, t'as reprivilégier peut-être ta santé plutôt que d'être avec quelqu'un qui était, enfin, le mot qui vient, c'est hmm, tordu ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors ouais, après, en plus, dans les relations, ce qui va être assez étonnant, c'est que très surprenant et très intéressant, c'est que très souvent, on va attirer notre antiparticule ou notre miroir. Et donc forcément, tous les traits de caractère que l'on n'a pas appris à accepter, à reconnaître, accepter, aimer, que ce soit chez nous ou chez nos parents, c'est, c'est le partenaire qui va les exprimer. Donc c'est là où c'est important d'apprendre à se réapproprier et voir que quand je suis en couple, le couple, il n'est pas là pour me faire plaisir, il est là pour me faire grandir. Et de se dire, OK, en quoi factuellement le partenaire que j'attire, bah, à un certain niveau inconscient, c'est moi qui l'ai attiré, quoi. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par antiparticule? Parce que je crois pas que ce soit une notion qui soit hyper Oui, connue. c'est vrai, tu as raison. Antiparticule, c'est souvent le plus et le moins. Euh, si on dit il y a la particule qui est altruiste, ben, l'antiparticule va être égoïste. Si on dit il y a arrogant, l'antiparticule va être humble. Si on a bienveillant, ça va être malveillant. Donc, dans le monde polarisé dans lequel on va diviser naturellement les choses en deux. Plus, moins, avantage, inconvénient, jour, nuit, système nerveux Mhm, sympathique, parasympathique. Et, euh, et ce qu'on peut voir, c'est que dans un couple ou dans une famille, eh bien, le système va être très souvent parfaitement équilibré. Donc forcément, si dans une famille, et ça on peut le voir aussi dans une équipe, dans une entreprise, si je perçois quelqu'un d'égoïste, ah, ok, qui se perçoit altruiste au même degré? Ah bah si mon partenaire, je perçois qu'il pense trop à lui, est-ce que moi je me sacrifie trop? Ah bah oui, du coup il compense. mhm. Et du coup, plus on va aller voir l'équilibre et en quoi il y a une raison d'être, plus on est capable d'évoluer en conscience dedans plutôt que de subir des schémas inconscients. Ça joue sur l'admiration aussi. Dans le cadre d'Hoffman, euh, Mm, tu vois, quand on t'explique que bah, quand chez ton conjoint ou chez ton associé, tu perçois quelque chose que tu admires énormément, c'est en fait mm, une part de toi que tu as super développée, que tu n'as pas c'est clair. encore super développée. Ah, En bien sûr. revanche, quand tu détestes ça chez l'autre, c'est Ouais. qu'il a pris un tel écart que c'est devenu allergisant parce que toi, tu l'as pas du tout développé, tu l'as refoulé. Ouais, dans les deux cas, en fait. Mm. Quand on admire ou quand on rejette,
À chaque Ouais. fois, c'est juste deux parties qu'on n'a pas, tu vois, en anglais, c'est owned, tu vois, qu'on n'a pas récupéré. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que des fois, quand tu parles à quelqu'un qui est en couple, ah oui, mon conjoint me manque. Ok, factuellement, c'est quel trait de caractère qui te manque? Ah bah, c'est ce trait de caractère-là. Ok, donc au même degré, quand tu vas retrouver la personne, ce qui te manquait, peut-être au même degré où il te manquait ce trait de caractère-là, eh ben, tu vas être en ressentiment très vite sur un autre trait de caractère. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est que dès que j'admire quelque chose chez le conjoint ou que je rejette quelque chose, eh bien, quand je l'attire, ben forcément, si je rejette quelque chose chez mon conjoint, il y a quelque chose que j'admire. Et si j'admire quelque chose chez mon conjoint, il y a quelque chose que je rejette. C'est ce qui crée l'attraction comme ça. Ah, donc toi, tu penses qu'on peut pas aimer tout chez quelqu'un. Il y a forcément des parts que Si on peut. l'autre reflète, qui sont, qui nous... Alors, si, je pense qu'on peut tout aimer. Par contre, c'est à des différents. Tu vois, sur mon schéma, l'identité gagnante, dans mon livre, l'identité gagnante, je fais souvent le schéma avec la courbe, l'oscillation émotionnelle. C'est juste que, euh, vu que l'autre est notre miroir, euh, en fait, c'est simplement le degré d'émotion qui est associé à ça. C'est-à-dire que si je suis en rejet, rejet, rejet sur certains traits de caractère, ça veut dire que je vais être en attirance sur d'autres traits de caractère. À l'inverse, après, ça peut être plus des choses où, ok, je vois que ça me saoule, mais je vois quand est-ce que je le fais et tu vois, il y a moins d'oscillation émotionnelle. Hmm, ok. Et je vois que parfois aussi, il y a quand même un peu ce que tu disais par rapport aux croyances quand tu étudies. Il y a aussi beaucoup, on développe beaucoup de croyances sur l'amour, sur le couple, Ouais, comme tu dis, hein, ce sont des concepts. Mais en ouais, fonction de l'idée qu'on s'est fait de ça ou de ce que notre hmm, système nerveux a encodé par hmm, rapport au couple qu'on a vu dans notre couple parental ou de la manière dont c'est clair. on a été aimé par le parent du sexe opposé, tout Ouais, un tas de schémas qu'on va créer. On s'en fait des repères. ouais, Et on construit après inconsciemment, on cherche à reproduire ça ou à ressentir une ouais, émotion connue, ouais. qui n'est pas forcément ce que, ce que ici on aspire à vivre. Ouais, Donc non, ça mais dépend. c'est super intéressant. En fait, très souvent, on va attirer. Alors, nous, c'est la performance. Je suis pas spécialisé dans les relations, mais de ce que j'ai pu étudier et voir. Et des fois, bah, forcément, on accompagne les gens sur le sport, mais on tombe sur le chemin conjoint et tout. Mais très souvent, on a des choses où on va attirer soit ce qu'on a aimé chez un parent, soit ce qu'on a détesté chez le parent. Mais finalement, la relation, sous une certaine forme, elle va nous amener à récupérer des traits de caractère qu'on n'a pas reconnus chez nos parents. Donc très souvent, c'est ça. Bah, mon père était comme ça, du coup, j'ai eu le conjoint qui était complètement l'inverse, ou ma mère est comme ça, et du coup, Ouais, ma mère était hyper soutenante. Bah, du coup, la personne dans mon couple, dès qu'elle me challenge un peu, bah mince, je sais pas ce que ma mère m'apportait. Et finalement, quand on va apprendre à vraiment reconnecter les traits de caractère, alors nous, dans notre jargon, c'est dépolariser là-dessus, pouf, les charges vont baisser et on va être plus ouvert à un autre champ des possibles. Plutôt que d'être en reproduction ou en répulsion de traits de caractère enfin, d'événements qu'on a perçus étant jeune. complètement. C'est ce que j'appelle la liberté émotionnelle. C'est quand tu arrêtes de te Ouais, construire pour ou contre c'est et ça, tu prends ce qui exactement. est bon pour toi Ouais, ouais, de manière libre et conscientisée et choisie. Tu as fait monter c'est ça, une prise de exactement. conscience. D'ailleurs, j'ai lu, je crois que c'est dans ton livre où tu racontes, je sais plus si c'est dans ton livre ou sur ta page Insta, où tu racontes justement, je crois que c'était un sportif et tu l'amènes à comprendre que quelque part, il y avait une... Parce que souvent, tu parles de la notion d'arrogance. Et à l'inverse, moi, celle qui revient souvent dans mes accompagnements, c'est celle de la loyauté. Ouais, mais Hmm. je dois être Oui. loyal à certains, tu vois, à l'autre. Et il me semble que c'est un peu ça où ton client qui prenait conscience qu'en fait, bah, c'était pour inconsciemment pour pas blesser son père, tu vois, et que il y a une sorte de loyauté Ouais, inconsciente que parfois on se met comme un plafond je je peux pas faire d'ombre ou je peux pas blesser ou je peux pas être déloyal. ouais, et ben exactement. En fait, si on a été blessé par un événement étant jeune, on va absolument euh, vouloir l'éviter dans le futur. Donc, si j'ai perçu mon père qui trompait ma mère, bah là, bah, j'ai absolument vouloir être fidèle et du coup, je vais créer un gros concept de fidélité, de loyauté, etc. Donc, l'idée, c'est aller voir dans le passé pour équilibrer cette charge émotionnelle et entre guillemets, la neutraliser pour
pour que derrière, voilà, on soit plus libre et on sorte de ce concept de loyauté et infidélité. J'ai une question un peu perchée, mais parce que je le suis un peu parfois, est-ce que ça t'est arrivé de remarquer que parfois, quand justement on s'enferme dans ces croyances-là, euh, par rapport à notre niveau de ce qu'on vibre nerveusement, Hmm. on va attirer exactement l'expérience opposée que celle qu'on redoute. Enfin, on va attirer Oui, l'expérience qu'on redoute. bah forcément, non, forcément. En fait, dès qu'on a peur de quelque chose, on l'attire. On l'attire de manière inconsciente. Et après, les explications de manière scientifique, là-dessus, c'est plus dur à trouver, mais il y a l'hypothèse, on peut mettre l'hypothèse de la vibration, on peut Mhm. mettre l'hypothèse de bah, notre système nerveux, quand on a peur de quelque chose, on a notre attention dessus, donc forcément, on va l'attirer aussi. Mais en tout cas, mon hypothèse, c'est qu'on va l'attirer pour pouvoir l'aimer. Tout Ouais. ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu aimes et acceptes disparaît. Et au moment où je l'aime et j'accepte complètement, bah, c'est là où ça disparaît, ça prend plus d'espace mental parce que je cherche plus à fuir. Oui, complètement. Moi, souvent, je dis qu'il y a deux émotions maîtresses, c'est la peur ou l'amour. Hmm, En fait, ouais, tu l'aimes, c'est-à-dire que tu n'en as plus peur. Donc ça peut arriver complètement. librement. Tu vas plus être orienté. Et c'est souvent un problème de, comment dire, d'attention. C'est-à-dire que la peur et l'amour, on peut dire que justement, c'est la même nature, mais dans une différence de vibration. Et Oui, en fait, notre attention, quand on a la peur que quelque chose arrive, bah, se dire que, moi j'aime bien poser les questions aux gens quand ils disent, ah, j'ai peur que ça arrive, je dis, ok, au même degré où tu en as peur, quelle est la partie de toi qui a envie que ça arrive? Tu vois? Et très souvent, les gens, s'ils ont peur que quelque chose arrive, c'est qu'il y a une partie d'eux inconsciente qui ont envie que l'événement arrive. Et du coup, par exemple, je sais pas, si tu mets sur... moi, c'était en séminaire, une fois, ça m'avait frappé, quelqu'un qui avait la peur de mourir. Ok, à quel point tu as envie de vivre aujourd'hui? Ah bah ouais, en vrai... Allez, imagine, il te reste... c'est toi qui choisis quand est-ce que tu meurs. Alors franchement, allez, il avait 50 ans, je me dis, il se dit, dans 13 ans, j'aimerais bien... Ok, tu vois, genre 63 ans, c'est hyper jeune. Donc, au même degré où il avait peur de mourir, bah, il n'avait pas assez envie de vivre. Donc, tu vois, si on ramène ça aux relations là-dessus, où je serais curieux de creuser un peu, tu vois, ok, au même degré où tu as peur que l'autre te trompe, euh, à quel niveau tu as envie que l'autre te trompe, tu vois? ouais, Et ne serait-ce que pour que ton cerveau puisse dire j'avais raison. Tu ouais, sais, c'est ça, cette espèce de exactement. boucle, on a envie de confirmer t'as envie ton Ouais. cerveau, il a envie de confirmer que tu as raison. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les personnes les plus jalouses, eh bien, c'est très souvent celles qui vont avoir le plus tendance à tromper. Très souvent parce qu'elles ont peur de qui elles sont. Et du coup, elles projettent leur peur sur l'autre. Donc c'est la relation à toi qui prime sur ta relation ensuite C'est ça, avec le comme dit monde, quoi. docteur Joe Dispenza ou même Denis Epstein avec qui j'étais, ils disent on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on est. Et moi, pour le coup, avoir connu des gens, alors que ce soit dans les accompagnements ou même moi à titre perso, dans des gens qui étaient très jaloux, bah, finalement, quand tu observes, à un moment donné, paf, ils étaient à fond sur faut être fidèle, faut être fidèle, faut être fidèle. Et à un moment donné, répression, compulsion, et c'est là où elles ont trompé leur conjoint. Donc c'est vraiment assez drôle de voir ça en fait. Les gens expriment leur peur à voix haute. Hmm. Ce sont souvent ceux qui critiquent le plus le jugement, qui jugent le plus aussi, oui. Ah bah Effectivement. ça, Ouais. c'est c'est clair parce que les gens sont juste en train de parler d'eux. Hmm. Complètement. Et quand quelqu'un qui se rend compte de ça, comment tu l'accompagnerais à pivoter justement? Bah, moi, tu le bosses à accepter cette partie-là chez lui, de l'accepter pleinement. Genre, bah ouais, c'est possible qu'en fait, tu es en train de juger ton père parce qu'il n'était pas fidèle. Tu juges là-dessus. Mais peut-être que du coup, bah, c'est bien, ça t'a amené un certain niveau avec des valeurs et tout, mais peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'aimer ton père tel qu'il a été et de voir à quel point ça a co-créé des choses, à quel point il y a eu des bénéfices pour ta mère, à quel point il y a eu des bénéfices pour la famille, à quel point toi, ça t'a amené à être ça, jusqu'à temps que tu sois en larmes de gratitude là-dessus. Tu dis, ouais, bah, en fait, mon père, sous une certaine forme, il a trahi personne, il a juste exprimé un besoin à un moment donné parce que ses besoins n'étaient pas comblés et d'être libéré par rapport à ça, de plus avoir de charge on l'accepte du coup chez notre père ou chez notre père, chez notre mère, on l'accepte chez nous et derrière on a moins peur que ça arrive. Et paradoxalement, c'est là où ça risque moins d'arriver vu qu'on l'a accepté.
C'est Mm. ça, les gens, c'est extraordinaire. Ça, les gens ont peur quand on va. Nous, on appelle ça la dépolarisation de la peur. On a vraiment une séance où on rentre dans la peur, on va faire le collapse sur la peur. Les gens se disent, oh, mais non, mais si je commence à voir tous les bénéfices que c'est arrivé ou que ça va arriver, ça veut dire que je vais l'attirer. Ben non, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'au moment où il n'y a plus de charge mentale, où le corps n'est plus attiré par ça, ça vibre, on ne vibre plus. Et du coup, c'est là où l'énergie se libère et on peut créer quelque chose de nouveau. En autre concept, je sais pas si ça te parle, mais c'est un peu la différence entre l'attachement et l'alignement. Ce à quoi tu es attaché, c'est Hmm, ton mental hmm. qui étouffe et qui dit je veux cette personne ou je veux cette médaille-là ou je veux ce Ouais, chiffre-là. Et en fait, l'énergie ne circule pas parce que c'est ça. alors que Exactement. quand tu sors de toutes ces émotions bloquées qui t'appartiennent pas vraiment et que tu reconnectes à ce qui fait sens pour toi, en fait, tu les amènes vers l'inspiration. Plus, Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te parle vraiment ok, qu'est-ce si, qui te parle? si c'était vraiment toi et qu'on enlève tous les regards des autres autour et toutes les vieilles loyautés du passé, avec toi, quoi. Mm. C'est ça, exactement. Ah, j'adore. Et, et ben ça m'amène à cette fameuse question de la relation à toi, justement. Toi, cet enfant-là qui pensait que tu étais moins mauvais dans la boxe, aujourd'hui, combien tu t'aimes? Ouais, je pense que aujourd'hui, je m'aime de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que forcément, comme tout le monde, j'ai encore du travail à faire sur moi, probablement. Et j'en fais d'ailleurs tout le temps. Mais ouais, je pas trop de. Là, à l'instant T, à l'heure où tu me le dis, à l'instant T, peut-être que dans une heure, je dirais, ah oui, tiens, merde, j'avais pas vu ce truc-là. Mais là, à l'instant T, quand tu me parles, tu vois, je suis OK avec moi, en fait. Tu vois, j'ai pas de. J'ai pas de. Ouais, là, à l'instant T, y a rien qui me vient, quoi. Je suis comme je suis Et quelle est ça la va. part de toi pour laquelle tu as le plus de gratitude? Celle que tu aimes le plus? Bah, franchement, je pense que du coup. J'ai envie de dire, j'ai la gratitude pour toutes les parties de moi, dans le sens où les plus sombres m'ont aidé à des moments. Mais là, si j'y pense, tu vois, ouais, ouais. Si j'y pense, c'est la partie où je loupe tout le temps mes finales et la partie où je me suis saboté. J'ai de la gratitude parce que ça m'a apporté là où je suis aujourd'hui. Et donc, si j'avais pas été, entre guillemets, si j'avais pas été un loser à un moment donné parce que j'ai pas osé prendre mon potentiel en main, bah, j'aurais pas créé l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Donc je peux avoir de la gratitude pour cette partie-là. J'ai aussi de la gratitude pour la partie qui s'accroche, où à un moment donné où je me dis mais non, mais là c'est dur, j'ai quand même pas envie de finir ouvrier et tout. Et finalement je m'accroche aussi. Donc là, ouais, j'ai de la gratitude, je dirais, pour les deux parties en moi. La partie qui à la fois s'est accrochée quand c'était dur et à la fois la partie qui a échoué, qui a pas osé tout donner parce que ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Tu penses que c'est que t'as pas osé tout donner ou c'est que c'est une autre raison? Ah bah clairement, moi c'est parce que comme je dis à chaque fois, c'est pour ça qu'avec les sportifs de haut niveau, ça connecte bien, c'est que j'étais le mec humble qu'on n'osait pas me mettre en avant. J'étais attaché à avoir l'étiquette de quelqu'un de bien, de gentil, qui fait pas de bruit. Mais du coup, c'était bien parce que du coup, les gens m'aimaient bien. C'était moins bien dans le sens où du coup, je n'osais pas déranger, où je n'osais pas affirmer ce que je voulais. Donc, ouais, je n'osais pas exprimer le compétiteur en moi. Et depuis que tu oses affirmer le compétiteur, tu as eu l'impression que les gens t'aimaient moins? Pas de près, des gens de loin sur des réseaux, tu vois, notamment en ce moment sur le monde de la préparation mentale, où il y a certaines personnes qui ont critiqué ce que je fais alors qu'ils n'ont jamais essayé. Donc, ouais, en effet, là, je fais plus de bruit, mais vu que j'attire plus, je dérange plus. L'un va pas sans l'autre. C'est Ah c'est ouais. ce que je dis aux gens, en fait, si tu veux être aimé par certaines personnes, bah, pose-toi la question par qui ai-je envie d'être détesté? Et te dire Oui, que c'est intéressant de voir comme ça. si tu Moi, fais du j'aime bien. marketing, à un moment donné, quand tu fais du marketing, c'est de Oui. dire, OK, qui est mon client idéal? Quel est le message qu'il a envie d'entendre? Et si je le dis haut et fort, bah, qui est-ce que ça va déranger? Parce que forcément, ça va déranger les gens qui ne pensent pas la même chose. Mm. Et c'est Oui, OK, en fait. on le voit dans les relations aussi. Si tu essayes de devenir ce que l'autre attend et de Ah plaire à ouais, tout le monde, le jour où t'es toi, les gens vont se dire, mais c'est qui c'est lui? clair. Je... Et c'est Hmm, vrai que j'avais un mentor qui me disait, tant que personne te déteste, c'est que t'es pas assez authentique. c'est clair. Non, mais il a totalement raison. Parce que quand on n'est pas soi, on est aimé pour qui on n'est pas, on est détesté pour qui on n'est pas. Donc, on porte on a le masque, un persona. Un persona, c'est le masque. À l'inverse, c'est qu'on est nous-mêmes. Bah forcément, on attire pour qui on est et on rejette pour qui on est aussi. Et c'est OK, en fait. Moi, ce que j'ai appris avec John DeMartini, c'est
Vraiment, en mode l'univers est parfaitement équilibré et fait tout pour maintenir l'homéostasie, donc l'équilibre. Et forcément, dès qu'on a envie de construire quelque chose, quelqu'un d'autre inconsciemment a envie de le détruire. Et c'est ce qu'on peut voir si on extrapole sur les technologies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont hyper écolo plus plus. Mais à l'inverse, il y a des gens qui vont être à fond dans la technologie, qui s'en fichent de consommer, qui vont être sur l'IA, qui est énormément consommatrice d'énergie. Et pour eux, c'est pas grave en fait. Donc les deux ont envie inconsciemment de dire non mais arrêtez. Et c'est OK en fait. C'est juste pour nous montrer les deux possibilités qu'il y a et pouvoir choisir parmi ce que le monde nous offre. Et éventuellement pouvoir changer, peut-être un jour de camp aussi. Et également, en plus, ça c'est clair. Ça c'est vrai. Oui. Justement en voyageant, peut-être en rencontrant et Ouais, en... Parfois, comme tu dis, on prend des claques et on se dit, ah tiens, je vais revoir ça. C'est Nicolas ouais, Taleb, j'adore, qui en parle dans oui, l'antifragilité. Tu sais, quand tu te confrontes à ouais, celui qui pense pas comme toi ouais. et que tu accueilles avec humilité son point de vue, là, tu bouges et tu t'enrichis. Ouais, non, ça c'est clair. Et je pense que c'est plus dur. Tu vois, moi, je vois dans les gens les quelques chercheurs qui me critiquent, ou plusieurs fois, j'aurais dit, écoutez, mais je vous envoie mon livre et tout, ils m'ont même pas répondu, ils ont répondu que sur les réseaux. Et en fait, là où c'est le plus dur quand quelqu'un n'est pas d'accord, c'est juste à un moment donné, se dire, OK, je suis pas d'accord avec lui, mais il a sûrement des choses intéressantes à dire. Et être capable d'accueillir ça et de pas renvoyer à soi. Et te dire, OK, c'est son point de vue, je le comprends par rapport à ses expériences de vie, par rapport à ses études peut-être, par rapport à tout ça. Peut-être que je comprendrai peut-être que je verrai le monde comme lui en fait. Mm, Mais c'est que vu que nous, on a eu d'autres blessures, d'autres expériences, ben, on voit le monde avec notre filtre. complètement. Et je trouve c'est trouver le bon doute, s'éloigner du doute Ouais, qui te sabote ton estime, mais ouais, garder le doute qui maintient ton humilité et ton apprentissage continu. ouais, exactement, c'est ça. Plus tu avances, plus tu as d'ignorance, hein. C'est ce que disaient Aristote et C'est clair. Socrate. Les gens qui savent, ce sont souvent Ouais, des gens qui n'ont pas creusé le sujet. c'est clair. Parce Et que la vérité absolue n'existe pas. Mm. tu vois, là, dernièrement, sur un de mes challenges, il y a une fille qu'on a formée qui est Magali, qui est docteur en mécanique des fluides. Et elle disait, il y a un des principes scientifiques qui est plus je sais que je ne sais pas, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment en mode, ok, bah ouais, c'est, Complètement. C'est donc, le creux. Étienne Klein, pendant le Covid, il parlait de l'ultra-crépidarianisme. Ce ok. sont les gens qui sont là-haut, qui s'intéressent à quelque chose, mais qui n'ont pas été en profondeur. Et donc, en fait, ils sont persuadés de tout savoir. Ça, c'est la Hmm. zone où ils n'ont pas encore vraiment été plongés. Parce que souvent, tu as cette phase-là, cette vallée où tu rentres dans un domaine qui te passionne et tu dis, waouh, en fait, ok, tout ce que tu croyais se remet en question toutes les 30 secondes au fur et à mesure que tu découvres autre chose, quoi. Donc, C'est clair, c'est intéressant. ce que je trouve étrange, c'est ce refus de l'échange. Tu te dis, Ouais, si en face de toi, tu ouvres le dialogue, viens, on va construire ensemble, on va débattre, le vrai débat, tu vois, ouais, constructif, et que la porte est fermée, je trouve ça dommage. ouais, c'est comme ça. Mm. C'est d'avoir des bénéfices pour eux à pas s'ouvrir. Oui, je crois que un peu comme tout, hein, il y en a qui ont la croyance qui se construisent davantage dans le contre, dans le C'est conflit, ça. euh, et c'est un système connu, pourquoi pas. Euh, j'ai une question là qui serait plus orientée sur mes clients ou sur des aspects plus spécifiques par rapport à ce qui pourrait baisser la performance. Tout à l'heure, tu parlais des acquis et des innés. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'inné, mais il se trouve que j'ai un TDAH, tu vois, un trouble Mm, nerveux qui... Et c'est le cas de beaucoup de mes clients qui, tu vois, ça vient avec des 10 ou autres. Euh, mm, et donc forcément, quand tu as une perception de la dopamine qui est différente, quand tu as un niveau, alors une capacité de concentration c'est un peu comme la polarité, hein, c'est pareil, hyper mm, puissante, mais une capacité de déconcentration aussi où je peux oublier où j'ai mis mes clés entre le moment où j'éteins le contact et le moment où je sors de la voiture pour la fermer, je sais pas où sont les clés. mm. Comment t'accompagnes? Est-ce que ça t'arrive d'en avoir dans tes clients qui ont ce trouble-là et Alors, ils l'ont qu'est-ce pas que... dit. Ah, si, ça arrive. Alors maintenant, c'est vrai que vu qu'on accompagne, on a accompagné beaucoup de monde, on est rendu à plus de 2000 personnes accompagnées. Donc moi aujourd'hui, je suis moins en contact direct avec tous les clients qu'on a, mais je sais que je l'ai vu ça. J'ai vu passer des gens qui disent je suis 10 ou je suis. Ouais, moi, des 10, par contre, j'ai accompagné un entrepreneur qui est assez connu, qui est 10, des TDA. Bon, franchement, nous, ça se passe plutôt bien, hein. Quand ils sont concentrés sur là à l'instant T, non, là-dessus, j'ai pas trop de.
Je me demandais si on pouvait, si j'ai pas de point c'était, de vue tu là-dessus. vois, vu que c'est l'inné, est-ce que on peut quand même, moi je crois que je Ouais. crois vraiment à ce tout est Bah, possible. Comment on en- peut déconceptualiser ça? Est-ce oui, que tu connais ben, des techniques vers le corps ou pour encore bypasser le système nerveux là-dessus qui permettent d'être... ouais, moi je l'ai fait avec un entrepreneur, un CEO d'une grosse boîte et son associé est un peu autiste Asperger. Ouais. Et du coup, je disais, OK, factuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Il fait, ah ben du coup, elle est obsessive sur des certaines tâches. Je dis, OK, sous quelle forme tu l'es en fait? Ah ben non, moi je suis pas comme ça. Sur quelle forme tu l'es? Et en fait, le gars, moi je trouve ça que c'est un mec de dingue. Il a un réseau qui est extraordinaire et à chaque fois qu'on lui envoie un message, j'en parlais avec un ami, vu que c'est aussi un ami en commun, on disait, mais ce gars, il est épatant pour sa capacité à répondre sur WhatsApp dans les minutes qui suivent. Et du coup, quand on voit, il fait, ah ouais, là, il voit que sous une certaine forme, avec son réseau, il a une valeur sociale plus plus, avec son réseau, bah, lui aussi, il est obsessif où il répond à quasiment tout le monde. Et il voit que son associé qu'il percevait autiste dans certains trucs, bah, elle n'avait pas cette capacité-là dans le réseau social. Et donc, quand tu arrives à dire, OK, le phénomène là, de TDAH, factuellement, comment il se définit et en quoi on est différent d'autres, ce que je perçois différent des autres, tu vas le récupérer, tu vas le dire, OK, sous quelle forme j'exprime moi aussi, bah, ça permet de resserrer la polarité. Je dis pas que ça va tout Mhm. enlever, mais en tout cas, ça permet de resserrer la polarité. Ouais, c'est chouette. Ça remet le focus sur ce qui dépend de soi. Et Ouais. donc, Ouais, et puis du coup, d'en faire une force. mm, Et du coup, c'est surtout ça, c'est ensuite, t'en fais une force. Donc à chaque fois, c'est ça, c'est dire, OK, mon étiquette actuelle, qu'est-ce qu'elle me définit factuellement, qu'est-ce que je fais, et factuellement, les autres, comment j'ai défini, et factuellement, qu'est-ce qu'ils font de différent que moi. Et après, je vais voir sous quelle forme j'exprime le même trait de caractère. ok. Parce que c'est très différent. C'est par rapport aux différents systèmes. Ok. Hmm. Et Merci. ça, là-dessus, on a vraiment des choses qui se passent où les gens se disent, ah ouais, mais en fait, ce que j'admire ou je condamne, ou chez l'autre, où je me dis différent, en fait, sous une certaine forme, je l'ai moi aussi. Hmm. Oui. Je me méfie toujours des gens qui disent je suis toujours ça ou je suis jamais Ah ça. bah oui, voilà, tu sais Donc, qu'il y a... là, tu as un boulevard. Ouais. Hmm. Ouais. Merci. Quel Le, est- le toujours et le merci, le toujours et le jamais, de mémoire, hein, ça fait longtemps que j'ai regardé ça en programmation neurolinguistique, on va dire que c'est des métamodèles, je crois, de mémoire. Du coup, on sait que nous, quand on entend un toujours ou un jamais en accompagnement, on sait qu'il y a une omission. Hmm. C'est une omission, une distorsion de la réalité, et donc on sait que l'autre a omis la partie où il exprimait de temps en temps. Ça, tu vois, c'est comme quand je commençais l'accompagnement, des gens qui disaient, je dors jamais. Ah oui, vraiment jamais? Ouais, Ok. Ah oui, ben non, ok, je dors 1 heure. Ok, ok, c'est 1 heure deviennent deux, trois. Et... complètement. C'est ce que moi j'appelle l'histoire dominante. C'est en fait on est juste une somme d'histoires vécues et C'est c'est ça. Mm. quelle histoire tu choisis de garder en priorité Ouais. va définir un peu l'identité que tu te crées. Mm. Quelle est ta relation à la peur? Parce que tu parles de dépolarisation et souvent, moi, je l'ai retenu par rapport à la dépolarisation, donc ton concept de sortir des concepts et de ramener dans Ouais. cette neutralité toujours pour revenir à soi, à l'alignement. Tu l'utilises beaucoup pour la peur, justement. Ou en tout cas, On a un c'est process. peut-être le biais que moi j'ai retenu, en tout cas dans ton livre. Ouais. Ta relation à la peur à toi. euh, est-ce que ça t'arrive d'avoir... Est-ce que tu as déjà eu des grandes peurs? Est-ce que tu en as encore? Ouais, j'ai constamment, alors en tant qu'entrepreneur, forcément, enfin, moi à titre perso, je pense que des peurs, j'en ai peut-être tous les jours. Euh, mais finalement, c'est plus après ce qu'on en fait. Donc, ma relation à la peur, je pense que j'ai des peurs. Parfois, elles peuvent. Alors, forcément, ça me paralyse quasiment. J'ai pas envie de dire pas, mais ça me paralyse beaucoup moins qu'il y a 4 5 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, je sais les gérer, je connais le truc, je sais que c'est qu'une illusion à chaque fois. Mais en tout cas, à l'instant T, quand je pense à une chose, tu vois, en fait, chaque fois, il y a la théorie, il y a l'être. Je sais qu'il n'y a pas de peur et que la peur, c'est qu'une illusion. Et à la fois dans l'instant T, dans la matière, eh bien, en fonction des chiffres pour l'entrepreneuriat ou d'autres événements, il peut y avoir des peurs qui viennent. En revanche, je sais qu'aujourd'hui, je peux prendre mon carnet et vite la faire sauter, quoi. Tu fais comment? C'est quoi ta technique, ton Ouais, habitude? dépolarisation de la peur.
à voir en quoi spécifiquement, si ça arrive, ce serait quoi les bénéfices à long terme et ce serait quoi les inconvénients si la peur n'arrive pas. Après, moi, je me pose une question qui est un peu plus, entre guillemets, avancée, qui est, OK, si la peur arrive, en quoi, à un certain niveau, ce serait ma décision? Et du coup, ça me permet de comprendre qu'à chaque niveau, bah, j'ai une décision inconsciente et du coup, de reprendre mon pouvoir et de me dire, OK, si la peur arrive, à un certain niveau, c'est aussi ma décision si ça arrive. Mm. C'est, c'est le juste équilibre entre se responsabiliser et se déresponsabiliser aussi. Donc, Bah, c'est moi, fine. pour le coup, alors ça, c'est ma croyance personnelle, c'est pas celle que je vais insuffler aux gens en coaching individuel et tout. Je vais pas aller là parce que pour le coup, c'est vraiment ce qui est vraiment perso et qui est propre à moi et mon point de vue sur la vie. Mais moi, en tout cas, la croyance personnelle que j'ai, c'est que tout ce qui m'arrive à certains niveaux, inconscient, conscient ou inconscient, c'était ma décision. Et donc, ça me permet d'avoir c'est comme si tu as le corps et après, tu as les autres parties énergétiques de toi et de dire à quel niveau, peut-être énergétique, j'ai décidé de co-créer ce qui m'arrivait. Mm. Et là, c'est ce qui me permet de reprendre vraiment mon pouvoir sur la vie et sur les événements extérieurs et de sortir des peurs et me dire, OK, en fait, là, la peur, si elle arrive à un certain niveau, je sais que c'était moi qui l'avais décidé pour vivre et expérimenter cette chose-là. Pourquoi? Parce que quand, tu sais, il y a Ryan Holiday, il disait l'obstacle est le chemin. Tu as cette vision-là, c'est-à-dire que quand tu as peur, tu y vas. Pas forcément, soit j'y vais parce que je perçois que c'est aligné à mes valeurs et à ma mission. Moi, j'ai vraiment la ferme croyance que tout nous arrive pour nous aider à être de plus en plus collés à notre mission. Et notre mission, c'est contribuer, dans l'entrepreneuriat, c'est contribuer de la manière la plus efficiente possible pour les gens que l'on accompagne ou les clients qui vont utiliser notre service. Ça, j'ai cette ferme conviction-là. Ça, on l'a vu pendant le Covid, à quel point les boîtes ont dû détruire certaines formes de services pour construire des nouvelles formes plus efficientes. Du coup, moi, j'ai cette croyance-là. Donc, quand j'ai une peur qui arrive, je me dis, OK, en quoi, si ça arrive, factuellement, ça va me rapprocher, m'aider à être encore plus proche de ma mission, et en quoi, à un certain niveau, j'aurais décidé pour me permettre d'accélérer, quoi. Donc, je crois, des fois, on est soutenu, des fois, on est challengé. Soutenu, c'est les choses que l'on va percevoir comme bien, et a priori, on va dire que c'est bien, mais finalement, c'est juste que ça nous repose. Challenger, c'est les choses qui, a priori, on va dire que c'est mal, parce que ça vient vraiment voilà, nous stretcher le système nerveux, mais Mm. finalement, c'est cette partie-là qui nous fait grandir. Et donc, peut-être que si la chose qui arrive ici, bah, c'est qu'en vrai, peut-être que j'étais un peu trop en train de me reposer sur mes lauriers là et que je savais qu'au fond de moi, il y avait une voix qui me disait non, mais vas-y, j'y allais pas. Et donc là, j'ai pris une gifle de l'univers pour me dire allez, vas-y, avance, quoi. T'es fait pour quelque chose de plus grand que ça. Il y a un entrepreneur français qui le dit un peu comme ça. Il disait le confort tue plus de rêves que l'échec. C'est clair. C'est Ouais, clair. tu penses comme ça aussi que finalement, la peur nous met en progrès. Enfin, transcender la peur, alors, quelque part. La Dépolariser transcender, la en tout peur. cas. Mm. La transcender. C'est ce qu'on voit dans la pyramide de la peur de Magnier et Sam. Il va dire il y a la peur. Si on n'arrive pas à la gérer, il y a la frustration, la colère. Si on n'arrive pas à la gérer, il y a la culpabilité, l'impuissance. Mais à l'inverse, si on arrive à transcender la peur, de la peur se transforme en confiance, en certitude ou en foi. Et donc, pour moi, ouais, c'est ça, c'est transcender la peur. Mais en effet, je crois vraiment que, déjà, je crois pas à l'échec. Je crois à l'apprentissage. Et à l'échec, c'est la perception à l'instant T que je n'ai pas eu ce que je voulais sous Mm. la forme attendue. Mais finalement, si on agrandit l'espace-temps, l'échec disparaît pas, quoi. C'est juste une étape. C'est un coup avec Donny Epstein, je lui parlais c'était en Italie. Donc Donny Epstein, c'est un Américain, pour ceux qui connaissent pas, qui est le chiropracteur de Tony Robbins. Et Tony Robbins le met souvent en avant sur le fait que bah, c'est l'homme qui l'a aidé à voir le potentiel de l'être humain encore plus grand que ce qu'il est. Et je me rappelle avec Epstein, donc à 70 ans aujourd'hui, je parlais avec lui il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et sur un domaine où je fais, ouais, mais là, ça, c'est un échec. Il me fait, Pierre, tu mets la notion d'échec parce que tu bloques le temps. Il fait, si tu agrandis le temps, tu verras que c'est juste une pièce du puzzle, en fait. Et là, je fais, ah, putain, mais oui, c'est vrai. Et il m'a rappelé ce que j'enseigne. Et du coup, c'est ça, c'est que les gens perçoivent qu'ils ont échoué quand ils s'arrêtent sur un temps donné. Mais si tu agrandis la notion de temps, il n'y a plus d'échec. C'est juste une étape. Très juste. Et que quelque part, même si ta peur se réalise, Ouais. tu te rends compte qu'en fait, bah, tu arrives à gérer. Mm. Bah ouais, en plus. Ouais, que la vie t'envoie ce que tu es capable de gérer. Mm. Ouais, Complètement. exactement. Ça, j'ai un de mes mentors qui me disait ça. L'univers t'enverra jamais un challenge que tu n'es pas en mesure de gérer. Mm.
Après, de là à devenir Mycorn, je sais pas. Bah, après, si c'est pas dans nos valeurs, non. Ouais, moi je me dis quand tu as 90% de chances de mourir, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais comme tu dis, ce sont mes valeurs, hein. C'est ses Lui, il priorités. préfère prendre le risque de mourir que de vivre sans prendre ce risque. Donc, Ouais. complètement OK, ouais. Mm. Donc, encore une fois, c'est son système de valeurs. Moi, j'avais vu ça avec un entrepreneur à l'époque, il y a 3 4 ans, qui admirait Mike Horn. Et finalement, quand on avait fait la dépolarisation inversée, ok, qu'est-ce que tu admires et tout, il prend des risques. Du coup, lui, il voit sous quelle forme il fait, il est en croissance externe, etc. Bah, est-ce que Mike Horn fait ça? Non, en fait, Mike Horn, il fait ce qu'il aime dans ce qui est important pour lui. Et lui, il fait ce qu'il aime dans la forme où c'est important pour lui. Et cette forme-là, grâce à ça, il nourrit beaucoup de gens, grâce à c'était des magasins de distribution. Euh, donc, Oui, il n'y a c'est pas à vrai être que moins bien, en fait, que Mike tu, Horn. C'est juste qu'on est différents. tu vois, s'il le voit chez Mycorn, c'est qu'il y a une part de lui Ça. qui existe Sous déjà une comme autre ça. forme. Et tu sais, nous, pour travailler avec des athlètes de haut niveau, où il y a quand même beaucoup de gens qui admirent les médaillés olympiques et tout, aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en 2021. Moi, je pensais que c'était un peu plus d'ailleurs. Elle est sortie en 2021 après les JO de Tokyo. C'est une étude anglaise qui est très facilement trouvable sur Internet si on tape Athlete Distress Olympic Game, quelque chose comme ça. Ils ont mis que 24% des Olympiens étaient en état de détresse mentale. Donc, ce qui Mm. est 1 sur 4, ce qui est énorme. Oui. Et moi, à titre perso, je pensais que c'était plus 1 sur 3 qu'1 sur 4 pour en accompagner plusieurs, mais il y a plein d'athlètes olympiques qui sont sur des piédestals par toute la population, alors qu'au final, ils sont mal dans leur peau. Ouais, je pense que c'est pareil chez les artistes, hein. Tu prends Donc, les chanteurs connus, oui, c'est clair. tu vois le niveau de suicide et tout ça, ouais. Je pense Ouais, qu'il y a une forme dans la créativité, dans le génie. Euh, ouais, ouais, c'est l'ombre et la lumière dont on parlait tout à l'heure, hein. exactement. T'as la même versant de chaque côté. Mm, Ouais. complètement. Merci parce que c'est riche. Je crois que on pourrait aller dans tous ces concepts-là pendant des heures. J'ai trois dernières questions par rapport aux rencontres. Parce que l'humain et en faire le lien avec les relations, hein, les rencontres, j'ai envie de te demander quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite jusqu'à aujourd'hui, Ouh, alors là, humaine. il y en a eu tellement. Il y en a eu Genre la tellement. première qui te vient, et puis tu feras un mea culpa à tous les autres. Ouais, il y en a eu tellement. Non, mais dans ce qui me faisait plus d'un point de vue entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, c'est important pour moi aujourd'hui. J'ai Isa, qui est ma responsable pédagogique, où c'était une rencontre de dingue, quoi. Une rencontre où vraiment le hasard, la loi d'attraction, les planètes s'alignent, où donc c'était à combien? À 2019, où justement moi je lançais mon activité et ça partait vite et j'avais besoin de former quelqu'un. Et là j'ai une préparatrice mentale qui arrive, qui a du mal à se lancer. Moi je la débloque en peu de temps, elle veut que je lui apprenne la méthode. Du coup je lui apprends la méthode et je commence à être débordé, je lui envoie du monde. Et finalement aujourd'hui c'est la responsable pédagogique de l'Académie de l'Haute Performance, avec une relation qui est plutôt bah, super. Enfin avec mon équipe, j'ai dans l'ensemble, je touche du bois, une super relation. Mais ça, c'est une rencontre assez, ouais, assez marquante, où du coup, on a créé quand même un beau truc en 6 ans. Euh, ouais, autrement, il y a eu tous mes mentors, je pense, que ce soit en sport, où chacun m'a apporté quelque chose, et après en développement personnel, où pareil, chacun m'a apporté quelque chose avec ce qui m'a amené à un certain niveau et ce qui m'a limité aussi. Donc voilà, je pense que c'est Top, merci. dans les rencontres comme ça, ouais. Donc, J'aime bien l'exemple que tu prends parce qu'il y a un côté magique. Il y a un côté, ouais. allez, on voit pile ce dont tu avais besoin. Ça, c'est vraiment intéressant, ouais, de se dire, OK, la vie nous envoie ce dont on a besoin ou les personnes dont on a besoin à un instant T, quoi, pour co-créer quelque chose. Notre job, c'est de bosser le SAR, quoi, le filtre, d'être capable de les voir et de les honorer. Ouais, c'est clair. Et des fois, dire non, merci, c'est pas sous la forme où j'attendais. Ah, bah c'est ma deuxième question. Quelle est la rencontre qui a été la plus douloureuse pour toi? Douloureuse. Douloureuse. Comme ça, douloureuse. Encore une fois, tiens, c'est marrant. Ouais, je sais pas si c'était douloureux, hein. J'ai un de mes mentors qui m'a énormément apporté, mais qui, à un moment donné, vu que moi, j'étais en train d'amener la dépolarisation. Mais j'avais peu d'expérience dans l'accompagnement, mais j'étais déjà sur le concept de dépolarisation. J'ai eu ma révélation en Vipassana. J'ai mis une rupture des ligaments croisés avant de décider de quitter ce mentor-là. Je pense, ouais, ou quelqu'un que je mettais sur un piédestal qui m'a énormément apporté.
Quand j'ai commencé à vouloir créer sous ma forme et ma méthode, avec le peu d'expérience que j'avais, à commencer à me dire, OK, à commencer à mettre un peu en mode, je sais pas si c'était par excès de prudence ou par peur que je dénature ce qu'il avait fait. Voilà, ça a peut-être été il y a 7 8 ans, 9 ans maintenant, peut-être le plus déception sur le coup. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai la gratitude, mais sur le coup, Hmm. j'étais un peu déçu. Et en même temps, c'est ce qui m'a donné la rage d'avancer et de créer une boîte comme j'aime, quoi. Ouais, complètement. J'aime bien Ouais, l'exemple de Mark Zuckerberg. C'est ça, la rupture la plus douloureuse qui lui fait créer Facebook avec autant de c'est vitesse et ça. de... Mm. C'est complètement. Donc Ah, ça m'a amené une détermination à vouloir montrer que j'avais raison, tu vois, que j'avais besoin à l'époque. ouais. Ah oui, et puis ouais, à transcender certaines choses aussi. La douleur psychique, Jung explique que c'est justement ce qui Mm. permet de te réaligner, hein. C'est Bah, complètement ça. c'est encore une fois, hein, dans la vie, pour évoluer, on va être soutenu et challengé au même degré. Et des fois, on a besoin d'une bonne claque. L'univers nous aime tellement qu'il nous met une bonne claque pour qu'on puisse évoluer. Et maintenant, j'ai envie de te demander quelle est si tu, voilà, si on pouvait voir dans le futur, ou sans y voir, hein, quelle est la rencontre, la future rencontre que tu aspires à faire là, euh, voilà, pour apprendre ou pour t'amener quelque part ou pour vivre quelque chose. La Ah, rencontre du futur que tu attends là, celle que tu as commandée. ouais, je sais pas trop. Peut-être un nouveau pays, je sais pas, un nouveau pays, une nouvelle découverte. Je dirais ça, un nouveau pays qui me dit, waouh, ok, ils font comme ça, quoi. Peut-être ça, je dirais un nouveau pays. Découvrir un truc complètement inconnu, venir nourrir ta... Ouais, un nouveau pays qui m'ouvre le champ des possibles sur quelque chose que j'ai pas encore vu. Je pense que ce serait ça. Ok, Et il y a le truc en mode, ok, t'as bien bûché l'être humain, mais tiens, il y avait ça que t'avais pas vu, quoi. ok. Et un talent, évidemment, que tu vas découvrir dans une autre, dans une Ouais, autre un culture. talent, une opportunité, une façon de faire, ok, ok, j'avais vu ça sous cet angle jusqu'ici et il y a aussi cette façon de faire, quoi. Peut-être plus en mode vraiment comme si ça me shiftait quelque chose. Oh, Je cool. serais curieux de voir jusqu'où on peut aller sur justement cette histoire de co-création au niveau inconscient. C'est le truc qui m'anime le plus, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre à quel niveau l'être humain euh, décide de ce qui lui arrive inconsciemment. Et ça, c'est vraiment le truc qui de voir à quel point on est tous reliés, à quel point il y a juste une matrice qui fait qu'on est tous interconnectés. Je serais curieux Wow. d'avoir une rencontre. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est sur un nouveau pays où qui m'amènera à ça. C'est juste que tu dis, enfin, en tout cas, je partage cette croyance dans le sens, on décide. Malheureusement, je crois que trop souvent, on décide avec l'inconscient, sans être pilote, ou Sans être en mode pilote. pilote automatique. Sans être pilote. Et que quand tu captes comment ça fonctionne et que tu peux Ouais, choisir ouais, d'aller justement reprogrammer ce que tu veux, là, ouais. c'est extraordinaire, quoi. Et Montaigne disait que ce qui nous effraie le plus, c'est notre propre liberté. Parce Ok. que et je crois que c'est vrai, la liberté, ça peut être vertigineux, de te dire, waouh, en fait, j'ai un V12 entre les mains et je peux aller où je veux. Ouais, Waouh, c'est quelque part, c'est fou. hmm, c'est clair. Merci beaucoup pour cet échange. Tu veux peut-être partager là comment on peut te retrouver ou ton actu ou libre à toi de Ouais, dire bah merci. avec grand plaisir, Sarah. Déjà, merci pour l'interview. Pour retrouver, je pense, comme tu l'as dit, il y a le livre L'identité gagnante qui représente bien le parcours, même s'il commence à avoir quelques années maintenant, mais il représente bien le parcours. Et quand je lis, je suis encore aligné avec quasiment tout ce qui est écrit dedans. Donc, je pense que pour commencer, c'est ça. Sinon, le site de l'Académie de l'Haute Performance, il y a quand même beaucoup d'articles de blog et les vidéos YouTube. Tu fais toujours des séminaires? Ouais, toujours. Ouais. Donc, on a le séminaire TILS qui est 2 à 3 fois par an, qui est tout le temps complet. Par contre, maintenant, il est limité à 75 personnes. Il est tout le temps complet Le dernier était complet en une semaine. En général, c'est une Wow. semaine, 15 jours. Donc, celui-là, il y a Il une faut liste suivre les d'attente. newsletters pour s'inscrire. Ouais, il y a une liste d'attente. Ok. Le prochain sera sûrement, donc celui de novembre est complet. Le prochain sera sûrement en février-mars. On n'a pas encore décidé de la date. C'est à Lyon. Donc voilà. Mais ouais, ça c'est un séminaire qui est vraiment chouette. Pour moi, c'est mon séminaire de cœur, dans le sens où bah, il n'existe pas dans le monde, parce qu'on mixe deux compétences qui est la dépolarisation et la chiropraxie du type network, qui vient de chez Epstein à Denver, justement. Et pour moi, on a réussi à réunir les deux dans le même séminaire. Donc c'est un séminaire très dense,
Par contre, il est assez extraordinaire pour le coup, parce qu'il est, ouais, il est plutôt bien, quoi. Ta boucle, parce que ça me fait penser au livre dont tu parlais qui t'a mis dessus, corps et âme. En fait, tu fais un Ouais, spectacle carrément. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais, bien vu. Corsair, en effet. canon. Et donc, pour s'inscrire, on va voir sur le site et Ouais, sur il y le a- site ça Académie d'Haute s'adresse à qui? Performance, là, c'est plus grand public, tous ceux qui ont envie. Alors, il faut quand même une intention de venir pour se transformer et résoudre un blocage. C'est là où on est bon à l'Académie d'Haute Performance, c'est que on est très bon quand les gens savent qu'il y a un blocage, ils veulent s'en débarrasser. Et là, on va très vite. Et je pense que toute personne qui sent qu'il a du potentiel, mais il sent comme bridé, il y a un grain de sable quand il a la machine, ou un petit blocage qui, ça fait des années qu'il essaye de s'en débarrasser, il n'y arrive pas. Je pense que c'est le bon séminaire pour pouvoir s'en débarrasser rapidement. Ouais. Ok. Et les mecs qui sont déjà bons, qui sont déjà bien alignés, qui ont juste envie de passer au step d'après, Aussi, j'ai peuvent des progresser là? amis, tu vois, là, ce sera la huitième ou neuvième édition, et j'ai un copain qui a dû déjà venir 5 ou 6 fois, je crois. Ouais, Parce génial. qu'à chaque fois, il passe des steps, quoi. C'est canon. Mm. Canon. Ouais, c'est que on est certains d'entre nous, on est, comme tu parlais de mission, on est destiné à passer des paliers Ouais, constamment. Et quand tu as trouvé le bon chemin, bah, ça marche, continue dans ce qui c'est marche, clair. quoi. Ça va plus vite, ouais. Merci beaucoup, Pierre, pour ce moment. C'était Avec vraiment grand chouette. plaisir, Sarah. Et je coupe et je te dis au revoir juste de l'autre côté. Ça marche, salut.